Salut tout le monde, c'est Shinji dans le cadre du RPG Heroic numéro 22 et on va parler cette fois-ci de la peur, donc dans ma rubrique sur JDR dans le cadre du RPG Heroic. On va parler de oui, mais comment que je fais pour faire peur? Alors pour moi la peur c'est quelque chose qui est quand même nécessaire dans le JDR, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à mettre en application dans tous les JDR possibles. Surtout que moi quand je joue à un JDR, c'est surtout un JDR qui est surtout centré action-aventure. L'horrifique a déjà pris la place et j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter, de travailler la peur, et pour moi ça a été naturel dans la façon de gérer la peur. Alors je connais, j'ai déjà entendu 2-3 récits là-dessus et même écouté 2-3 récits qui disaient ah oui, pour faire peur je mettais des musiques qui aident beaucoup, ou bien que oui, j'éteignais la lumière au bout d'un moment, ou je tapais sur la table pour faire peur, ce genre de choses. C'est pas mon délire, c'est clairement pas mon délire. Je veux pas critiquer les méthodes des autres parce que déjà je les ai pas essayées et peut-être que ça fonctionne, hein. Mais bon, entre sursauter et faire peur, quand on fait sursauter quelqu'un, bon, on l'a fait sursauter, le truc redescend, c'est fini. Ma façon de faire peur est beaucoup plus subtile. Et comme je l'ai dit, je l'ai compris naturellement comment faire peur dans le JDR. Le JDR, c'est une activité où la sécurité émotionnelle, elle est, on va dire, elle est difficilement tangible en fait. Le truc, c'est que les émotions n'ont pas d'armure, si vous voyez ce que je veux dire. Les émotions n'ont pas d'armure. Quand il y a quelque chose qui vous touche directement, il n'y a pas de contre, il n'y a rien. Et c'est justement sur cet aspect que ça devient important. Quand un personnage il a peur, ou quand il y a une scène qui est vraiment horrifique, je leur demande de faire souvent un jet de contrôle mental, de volonté, de calme, appelez ça comme vous voulez. Et là où ça va être important, c'est que la scène, je vais la décrire de la façon la plus sombre et dans l'ambiance et avec une concentration. Normalement, je suis quelqu'un qui est assez inconstant dans ma façon de raconter une scène. C'est-à-dire que je peux raconter une scène qui est pas du tout épique de manière épique et une scène qui est justement qui doit être épique mais qui est quand même un peu blasée. Donc ça arrive, hein. C'est la faiblesse du MJ en quelque sorte. On peut pas être au top tout le temps. Mais en matière d'horrifique, je fais très attention à la scène, je prête attention aux détails, à ce qui est présenté, et aussi les réactions des personnages. Une fois que les personnages font leur jet, s'ils ont réussi, bah, ils ont réussi, ils ont gardé le contrôle, la scène c'était une scène assez sanglante, une scène d'horreur, une scène violente, voilà. Et pour ceux qui ont réussi, on pourrait dire que bon, c'est bon, ça va. Mais ce qui fait la force de ma capacité à justement à faire peur, à susciter l'épouvante ou l'effroi, c'est que je mets vraiment l'accent sur l'échec, et voire même l'échec critique de l'action en décrivant ça, que ce soit dans de la manière dont la personne découvre la scène, la perte de repères et de perspective, la recherche finalement d'un élément qui tient presque de l'espoir ou même de souhaiter que ce soit pas arrivé, la chute des autres personnes avec justement la personne qui a échoué le plus, et celui qui a échoué le plus précipite encore plus la scène à décrire justement comment il finit par réagir, et le moindre moment où les personnages ne suffoquent pas, c'est en essayant finalement de demander à d'autres joueurs, ceux qui ont réussi le jet, d'essayer d'agir. Mais quand vous décrivez la scène devant les autres, et par divers paliers, c'est-à-dire que si une personne a échoué, vous faites la description assez précise. Mais si vous voyez qu'il y a 3 personnes qui ont échoué sur 4,
il faut que la perception et la profondeur de votre scène et de votre façon de raconter s'intensifient à chaque échec. Et vous finissez évidemment par le climax, l'apothéose de la personne qui a échoué le plus, de l'action qu'il fait sur le moment qui des fois n'est pas la plus lucide et qui finalement laisse place à un désespoir assez, on va dire, manifeste. Et là où justement ça fait peur, c'est que la scène, elle est horrible, la description est horrible, elle rentre de plus en plus dans le détail, et là où ça devient important, c'est que les joueurs le perçoivent avec horreur et peur parce qu'ils l'imaginent, mettant à mal leur sécurité émotionnelle, mais même les personnes qui ont réussi le jet et qui ont été témoins de la description, eux-mêmes finissent par être happés, et même si leur personnage soit capable de bouger, aussi résistant mentalement soit-il, le décalage entre le fait que eux-mêmes ils ont été touchés par la description et que leurs personnages eux n'ont pas peur, crée quelque chose de dérangeant et une différence d'action qui est quand même marquée. C'est comme ça que je fais. Voilà. C'est comme ça que je fais parce que ça m'est venu naturellement comme ça. En gros, pour faire peur, il faut précipiter les personnes dans les abysses. Ce qui est horrible. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un champ lexical assez étendu, même s'il ne faut pas trop en faire non plus. Et je dirais aussi qu'il faut comment dire ça, savoir capter par le biais des sens dans la description chaque action du personnage, chaque ressenti. Et surtout, quand vous avez des personnages, par exemple, vous êtes tous dans Cthulhu, vous êtes tous des humains, donc les réactions psychologiques en regardant des films, vous savez comment agir. Mais quand vous devez aussi faire la description d'autres races et de leur perception de la peur à eux, alors là, ça plonge encore plus dans l'immersion. C'est encore pire. Voilà. Et vu que dans le JDR que je fais jouer, il y a plusieurs milliers de races différentes. Voilà. On va dire que ça fait mouche. Donc voilà. Je pense que c'est comme ça que je fais peur. Je peux pas en dire plus parce que des trucs qui sont tournés vers l'horreur, de l'horreur, de l'épouvante, de l'horrifique, voilà, ou du suspense, ça j'y arrive bien, mais je ne l'expose pas tout le temps à mes personnages, et c'est surtout quand il y a un arc ou un scénario que je fais ça. Je me rappelle pas une fois où j'ai fait une partie et que ça n'ait pas fait mouche. Mais c'est vrai que il y a aussi le décalage, ça me rappelle un petit peu un truc, c'est que ça me rappelle un petit peu lors de pas la campagne précédente, mais celle d'avant encore, de celle que je fais, le moment où finalement il y a des personnages qui étaient assez invasifs sur une planète, la planète d'origine justement la planète d'où commence l'intrigue dans mon JDR. Il y a une race qui est particulièrement empiriste, expansionniste et suprématiste. Et du coup, à la mort d'un des personnages joueurs, il restait justement deux autres joueurs. Et il y a le fait que la personne suprématiste, on a fini par la choper, à lui demander des informations. Pourquoi avoir foutu le saccage sur des villes qui n'ont rien demandé, des personnes qui avaient de l'aide, ou bien de poursuivre des gens et d'essayer de les kidnapper à découvert devant tout le monde, tout ça. En fait, il y a aussi cette peur qui ne relève même pas de la psychopathie, hein, mais qui relève plutôt du fait que ils voient les autres espèces comme inférieures à eux et l'aperçoivent un peu comme du bétail, comme s'ils ne devaient pas s'en soucier et sans aucune empathie. Et je pense que le décalage d'empathie aussi peut être un facteur assez important. Quand un personnage dit, bon ben voilà, en fait, ça, j'avoue que je cabotine un peu en ayant un point de vue, en mettant un point de vue assez extrême, dans le fait où les personnes, je pense que les personnes qui sont suprématistes, ils ont tendance à penser que le monde leur appartient et que
les choses qui sont autour d'eux finissent non seulement par leur appartenir, mais que même s'ils savent que dans le fond, ce qu'ils font est profondément horrible, ils vont l'assumer parce que la parole et les émotions des autres ne valent rien. Ça, ce n'est pas à proprement parler de l'horreur, mais le décalage d'empathie peut foutre un sentiment de malaise pas possible. Et d'ailleurs, ce décalage de comportement, et surtout quand ces espèces d'extrémistes impérialistes et, comment dire ça, et suprématistes ont présenté leur point de vue comme ça, et que les joueurs se sont rendus compte que c'est pareil, c'est pour ça que la conclusion de la campagne a été encore plus grandiose, quand justement les individus qui font partie de la planète où ils étaient se sont dit, il faut qu'on ait une logique isolationniste, ces gens-là sont des sauvages, et il faut les tuer à vue. Et le pire, c'est que la fin, c'est quoi? Ils ont fait une espèce de prière druidique pour appeler finalement les forces du vivant et de la nature à agir, à comprendre que s'il y a des gens qui viennent d'une autre planète, qui viennent pourrir la planète sur laquelle où ils vivent, et qu'il faut qu'ils se battent pour ça, et que non seulement ça a raté, mais c'est un échec qui a réussi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont voulu communiquer avec les forces de la vie en elles-mêmes, mais ils ont communiqué directement avec une divinité, et plusieurs divinités. Et tu vois qu'il y a les divinités qui ont dit ouais, non, mais c'est bon, défoncez-les. Et ils sont toute la planète, je dis bien toute la planète à la fin. Ils ont une espèce d'union, pas une espèce d'esprit collectif, mais une espèce d'union assez particulière pour dire il y a des gens qui ne sont pas natifs, les individus de cette race spécifiquement, et qui ne venaient pas de la planète où ils étaient perçus un peu comme un cancer, et que tout le monde était devenu des globules blancs. Et ça s'en est suivi un massacre pas possible. La planète est restée isolée pendant 10 ans. Ah, c'était une fin qui était grandiose. C'était une fin qui était grandiose. Bref, ma conclusion, c'est... voilà, il y a aussi le fait je pense que dans la peur, il y a l'inconfort, il y a le dérangeant, il y a la perte de repères. Mais je préciserai quand même un truc, c'est qu'il faut quand même cabotiner pas mal. Par exemple, là, comme j'ai dit, j'ai fait le décalage de l'empathie, mais c'est quand même en me basant sur, on va dire, certaines écoutes, certains témoignages, certaines histoires humaines, hein, évidemment, qui fait que en exagérant ces points-là, ça donne quand même un point d'ancrage pour que même si, par exemple, ces différentes races, le lieu commun, les gens qui sont autour de la table arrivent à comprendre que c'est tellement gros, en fait, c'est que vous faites tellement gros en vous basant et en poussant à l'extrême quelque chose, les gens voient le fil rouge ou le fil noir, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, il y a une espèce de sas de décompression, mais le peu de ressentiment qu'il y a finit par rester. Ça aussi, c'est une astuce. Mais n'oubliez pas qu'en matière de sécurité émotionnelle, et ça sera ça ma conclusion, que la sécurité émotionnelle, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Je vais dire, normalement, quand vous êtes dans une tablée de JDR, que vous soyez joueur ou MJ, il faut que tout le monde soit à l'aise. La peur, le malaise, ou tous ces aspects dont je viens de citer, je l'ai fait comme ça. J'ai ma façon d'agir qui est bien personnelle et qui touche, mais je compte surtout sur mon empathie et ma capacité à gérer un scénario pour que jamais ça reste profondément ancré dans leur tête et que ça ne choque à long terme personne. Ça les choque ou ça les rechoquera et à partir du moment où ils s'en souviendront à nouveau de cette chose-là. Mais ils auront déjà un peu plus de distanciation. Parce que quand vous faites gros, comme le deuxième exemple que j'ai donné, la distanciation se fait toute seule.
Et jouer avec la peur dans le JDR, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est prenez en compte la sécurité émotionnelle dans vos tablets. Je crois qu'il y a même des joueurs de JDR qui ont peut-être abandonné, je crois. Non, ils ont abandonné. Oui, j'ai des témoignages où des gens ont abandonné parce que finalement, ce qu'on présentait dans une partie s'approchait trop dans le réel et on les a appelés dans eux-mêmes en tant que personnes dans le réel pour les intégrer dans la fiction, dans une situation dérangeante. Et il y a des gens qui ont quitté des parties pour ça. Donc voilà, c'était ma petite note là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Quel est votre moyen de faire peur? Je pense que ma méthode, elle fonctionne assez bien. J'aurais voulu avoir plus de situations dans lesquelles un petit peu étendre tout ça, mais je ne fais pas ça souvent. Je ne force pas quelque chose. Je dis pas, ce scénario-là, il faut qu'ils aient peur. Si, bien sûr, je sais déjà quel ton je donne à tel ou tel scénario, ou tel arc scénaristique, mais le moment où il doit faire peur, je ne le contrôle pas. Mais au moment où ça arrive, je le gère assez bien. Donc, j'aimerais vraiment être dans d'autres situations. De toutes les façons, là, je suis en train de travailler sur un scénario pour mes joueurs, là. Je sens que ça va les choquer. Ils sont pas prêts. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour le prochain RPG Week. C'était Ginji pour Ginji DR. Salut à tous.